Bonjour, nous recevons Thibault de Montbrial. Vous êtes avocat, officier de réserve dans la gendarmerie. Vous présidez le centre de réflexion sur la sécurité intérieure. C'est ce qu'on appelle un think tank, un laboratoire de pensée. Comment vous définiriez votre... Oui. L'expression, c'est think tank et c'est effectivement une association qui a pour but de réfléchir, d'éduquer, de suggérer sur les questions qui concernent la sécurité intérieure et d'une manière plus générale, toutes les questions de souveraineté qui touchent à la République française. Notre pays. Alors, vous avez publié aux éditions de l'Observatoire France, le choc ou la chute. Vous aviez déjà publié le sursaut ou le chaos, osons l'autorité. Vous rappelez la phrase de Gérard Collomb qui disait, avant de quitter le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui nous sommes côte à côte et un jour peut-être nous nous retrouverons face à face par rapport à d'autres communautés. Le bilan que vous tirez est très inquiétant, c'est un signal d'alarme. C'est plus qu'un signal d'alarme parce que les signaux d'alarme, on les voit apparaître depuis de façon très claire, depuis une grosse quinzaine d'années. On a fait le hasard de la date de notre entretien fait qu'on a fêté, si j'ose dire, les 20 ans des émeutes de 2005 à Clichy cette semaine. Et depuis, la situation s'est considérablement dégradée. Je cite Gérard Collomb, dont vous venez de rappeler les propos. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que c'était la première fois qu'un ministre de l'Intérieur en exercice, puisque c'est au moment où il quitte ses fonctions en octobre 2018 qu'il tient ses propos, et c'est quand même un ministre de l'Intérieur en exercice, et ça aurait dû déclencher une prise de conscience générale. Et en fait, ces propos terrifiants, quand on les prend au sens... étymologiques, n'ont été repris par personne. Il y a eu un grand désert de la pensée sur les questions de sécurité. On a un président de la République que ça n'intéresse pas, qui n'est pas dans tous les proches, les anciens ministres de l'Intérieur, les grands préfets qu'il côtoie, etc., conviennent en privé de ce qu'il n'est absolument pas sensible à ces questions. On dit même qu'il se repaît du chaos, hein. Alors, ça c'est une autre chose, on pourra en parler après si vous voulez, parce que c'est spéculatif, mais en tout cas, il est viscéralement convaincu que la prospérité économique transcendra toutes les questions sécuritaires et identitaires, et c'est quelque chose qui est totalement faux dans l'histoire de l'humanité. Tout ce qui est culturel et identitaire a toujours suscité les passions lorsque ça n'était pas maîtrisé, et aucune prospérité économique n'a jamais maîtrisé ces passions, en particulier quand la prospérité économique n'existe pas, ce qui est Alors encore oui, un sujet. parce qu'on est plutôt en voie de paupérisation. Alors, je voudrais qu'on fasse peut-être un comparatif par rapport aux autres pays européens. Est-ce qu'on est pire qu'eux ? Et puis aussi par rapport aux États-Unis, qui est toujours un exemple, évidemment c'est très loin de nous, mais la répression est très forte. Pour le coup, choc d'autorité, même si on a vu depuis quelques années la situation se dégrader dans les villes. Comment est-ce que vous nous situez par rapport à nos voisins ? Alors, je pense que sur les questions qui sont de sécurité au sens large, parce que c'est très difficile de dissocier ce qui touche à l'ordre public, ce qui touche à l'entrisme de l'islamisme, ce qui est un sujet absolument majeur, parce que c'est la faille principale qui peut nous conduire à un accident grave. Pour moi, la France est dans le trio de tête des pays qui vont mal, le podium étant constitué sans doute de l'Angleterre, de la Belgique et de la France, dans un ordre que je laisse chacun apprécier. Je pense que l'Angleterre a pris un petit peu d'avance, avec l'élection de maires qui sont ouvertement islamistes, et avec une pression de l'islam radical qui est tout à fait terrifiante, y compris dans l'appareil politique. On parle beaucoup des attaques au couteau en Grande-Bretagne, et donc finalement tout ça n'a pas tellement à voir avec le système économique, puisque l'Angleterre, comme chacun sait, est un pays très libéral. L'Angleterre est un pays très libéral et qui a fait sur les questions migratoires et sécuritaires le pari justement du libéralisme poussé jusqu'au bout, c'est-à-dire poussé jusque dans l'organisation sociale. Souvenez-vous, jusqu'en 2005, c'était la liberté absolue de parole. Il y avait à Hyde Square à Londres des Hyde Corner, des gens qui venaient prôner le djihad ouvertement et qui n'étaient pas inquiétés. Il y avait des quartiers entiers avec des mosquées
mosquée qui était ultra radical. Et puis il y a eu les attentats du 7 juillet 2005 à Londres, terrible. Et l'Angleterre s'est réveillée, mais trop peu et trop tard. Et aujourd'hui, je pense que je ne suis pas le seul à le penser d'ailleurs, hein. Il y a même un chercheur anglais très éminent qui a publié dans la revue du King's College un article qui a fait grand bruit et dont je parle d'ailleurs dans le dernier chapitre de mon livre sur les risques de guerre civile en Europe, en prenant un certain nombre de critères objectifs selon lui, dont il considère que certains sont déjà réunis en Angleterre et d'autres en passe de l'être pour la France. Donc, Alors, on a vu en Angleterre cette manifestation de plusieurs centaines de milliers de Britanniques à l'initiative de Tommy Robinson. Mais pour ce qui est de la France, on a vu récemment donc un changement de ministre de l'Intérieur. Laurent Nunez, aujourd'hui, l'ancien patron de la PP, la préfecture de police, lui a un discours un peu plus politiquement correct que Bruno Retailleau. Maintenant, il reconnaît tout de même que l'immigration illégale est montée à 700 000, voire un peu plus, par rapport aux 500 000 immigrés auxquels nous accordons des visas tous les ans. Est-ce que pour vous, la clé de l'insécurité réside là, dans cette submersion migratoire? Il y a plusieurs choses. D'abord, le changement de ministre de l'Intérieur, là, on est dans les événements conjoncturels. C'est pas ça qui va changer les dynamiques. Ce qui peut changer une dynamique, c'est un changement total de politique. Et il ne peut y avoir de changement total de politique sur les questions sécuritaires que dans le cadre de nouvelles élections nationales, qu'elles soient législatives ou présidentielles, ou idéalement les deux. Pour répondre directement à votre question, la réponse est évidemment oui, puisque ce qui a conduit à ces failles aujourd'hui, c'est l'effondrement de l'autorité de dans notre pays, mais depuis 30 ou 40 ans. Vous savez, ça s'est délité. Les politiques ont abandonné le champ de l'autorité à l'ultra-droite. Quand on regarde le programme du RPR d'il y a 30 ou 40 ans, il serait aujourd'hui considéré comme un programme d'extrême droite, alors que c'est un programme qui est tout à fait raisonnable en termes de sécurité et d'immigration. Et il y a eu un mélange de naïveté et de lâcheté. La naïveté, ça a été de penser ou plutôt de ne pas penser notre politique migratoire en termes de conséquences culturelles, c'est-à-dire que quand vous faites rentrer des millions de personnes qui ont une culture différente de la vôtre, ça ne peut que, c'est un effet mécanique, influer sur sur la culture, sur le territoire. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste le fait que la cause ne peut que conduire à une conséquence. Alors, cette conséquence n'a pas été pensée. Et l'autre chose, pardon, juste pour finir sur l'autorité, c'est que l'État ayant abandonné le champ de l'autorité, tous les marqueurs d'autorité successifs se sont effondrés. Et un peuple ne peut avoir de cohésion que s'il se reconnaît d'abord des racines communes et un destin commun, mais ensuite que si les règles qui gèrent l'organisation sociale sur son territoire sont respectées. Or aujourd'hui, elles le sont de moins en moins. Ce qui s'est passé à l'Assemblée sur l'ordonnance de 68, dans le rapport franco-algérien, c'est symbolique, mais c'est un début de prise de conscience ? Alors c'est très intéressant parce que sur cette affaire, d'abord la relation avec l'Algérie est au cœur de problématiques majeures sur le territoire national. Un conseiller de l'un de nos récents premiers ministres, parce qu'on en a eu beaucoup ces derniers mois, me disait qu'il y avait dans l'appareil d'État une forme de tétanie face à la problématique algérienne du fait de nombre de personnes qui vivent en France et qui ont un lien direct ou indirect avec le territoire algérien. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire, parce qu'en général, on ne le dit pas publiquement. Donc, je vous le dis. Ensuite, on a été un certain nombre, je dis on parce que j'ai été un des premiers, à attirer l'attention des pouvoirs publics sur le risque structurel qu'il y avait à ne pas renégocier les accords de 1968 qui donnent à la population algérienne tout un tas de droits dérogatoires aux droits communs de l'immigration pour ce qui concerne leurs droits vis-à-vis de la République française. Et vous avez raison de le poser ainsi dans votre question. Donc des politiques se sont emparés du sujet. Même Édouard Philippe, qui avait déclaré l'inverse quand il était Premier ministre, a fini il y a quelques mois par dire qu'il fallait renégocier ces accords. Et effectivement, on avance puisque il y a eu ce texte qui a été voté, mais avant qu'il soit voté, il faut se souvenir que la semaine d'avant,
il y a deux députés Renaissance qui sont Rodwell et Lefebvre qui ont fait un rapport sur le coût COUT, oui, mais dont ils n'ont pas pas voulu tirer les conséquences. Non, mais, alors, ensuite, pour finir... Mais lisez, j'invite juste tous ceux qui veulent à le lire, c'est très intéressant. Une dernière question. Vous parlez de manipulation sémantique. Sur les violences policières, il y a le rôle délétère de la France insoumise, un certain découragement des forces de l'ordre, ou même un découragement certain. Tout ça ne va pas, évidemment, dans le bon sens. Non, pour faire court, les violences policières, ça n'existe pas. Pourquoi ? Non pas physiquement, mais parce que dans le champ sémantique, la police et la gendarmerie ont le monopole de la force légitime. C'est ça qui fonde le fait que le pacte social tient, c'est qu'il y a des règles et qu'il y a une police pour les faire respecter. Le fait de parler de violences policières, ça induit de la part de la France insoumise l'existence d'une police qui serait systémiquement violente, c'est-à-dire qui serait violente par nature. C'est évidemment faux. Et bien sûr, parce que ça va avec violence et racisme d'État. Vous avez raison de le préciser. Et or, ce qui peut arriver, c'est que la police excède l'usage de la force à laquelle elle a droit, mais dans ce cas-là, il faut parler de violences policières illégitimes, parce que l'utilisation de la force par la police est légitime par nature. Et plus généralement, dans l'ordre des choses, c'est comme pour le terme islamophobie, il ne faut pas que dans le débat public, nous cédions à la pression des associations de l'extrême gauche et de certains journalistes, soit par paresse, soit par idéologie, qui est de reprendre des mots qui sont des mots de gens qui veulent affaiblir la société française et qui correspondent à des réalités qui n'existent pas. Sur les violences policières, je viens d'en parler, et sur l'islamophobie, je rappelle que ça vise de la part des islamistes à interdire de critiquer l'islam politique, c'est-à-dire l'islam radical politique, en faisant croire qu'il s'agit de la discrimination anti-religieuse, ce qui est parfaitement faux. Dernière question, je voudrais que vous répondiez rapidement. Il y a eu une certaine sidération en 2023 après les émeutes suite à la mort de Nawel. Est-ce que aujourd'hui le narcotrafic joue un rôle stabilisateur ou au contraire accroît les chances de guerre civile? Parce qu'on a dit que c'était les narcotrafiquants qui avaient arrêté les émeutes. C'est très simple. La chose qui a évité que ça bascule dans l'horreur en 2023, je définis par l'horreur le fait qu'il y ait des dizaines ou des centaines de morts, c'est que les narcotrafiquants ont empêché les émeutiers d'accéder aux armes de guerre. Le jour où il y aura un événement qui créera une émotion, qui transcendra ce rationalisme de business et qui fera que les narcotrafiquants, dont une immense majorité sont d'origine arabo-musulmane, prendront les armes qu'ils ont dans les caves pour les utiliser non plus seulement entre eux, mais contre les policiers, les gendarmes et la population civile, à ce moment-là, nous serons en risque majeur d'avoir des événements très graves, mais vous savez qu'ils sont anticipés aujourd'hui par la police et la gendarmerie, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore 2 ou 3 ans. Merci Thibault de Montbrial, décidément, je refais la même erreur. Et Thibault de Montbrial, donc votre livre passionnant, France, le choc ou la chute, aux éditions de l'Observatoire. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud.